Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick. C'est parti, générique. En 1971, un film est rentré dans l'histoire du cinéma. Il s'agit d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick, qui a été adapté d'un roman du même nom, sorti en 1962, rédigé par Anthony Burgess. À l'époque, le film avait soulevé de vives polémiques, car il y a en son sein des scènes extrêmement explicites de violence qui étaient considérées à l'époque comme étant extrêmes. Et c'est pour cette raison que le film a été censuré en Italie, en Espagne, mais aussi à Singapour. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des considérations techniques du film. Il y a déjà des youtubeurs ou des vidéastes qui sont spécialisés dans le cinéma et c'est pas l'objectif de la chaîne. Moi, je vais plutôt vous parler des idées, des thématiques qui sont développées à l'intérieur à la fois d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick, mais également du livre du même nom d'Anthony Burgess. Ainsi, dans un premier temps, je vais divulgacher toute l'intrigue du film de Stanley Kubrick. Donc, si tu l'as pas vu, je t'invite à le regarder, ou si t'as pas lu le livre, je t'invite à le lire. Je vais d'ailleurs très fréquemment revenir sur le livre au cours de cette vidéo. Après avoir divulgaché toute l'intrigue, je vais développer toute mon analyse autour d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons y aller. Orange Mécanique est un film d'anticipation qui prend place à Londres dans un futur proche. On suit les aventures d'Alex Delarge, qui est le chef d'un groupe de délinquants qui s'appelle les Droguies. C'est plusieurs jeunes hommes qui sont animés à la fois par l'exercice de la violence et une sexualité débridée. Alex, il a en somme une petite originalité, c'est qu'il aime beaucoup les œuvres de Beethoven. C'est ce qui le différencie des autres membres du groupe. Les Droguies, ils adorent parler avec un argot qui est un mélange de russe et d'anglais. Ils boivent du lait truffé de drogue et surtout, ils adorent commettre un certain nombre de larcins dans les nuits londoniennes. Au début du film, on suit donc les Droguies au cours de l'une de ces virées. Dans un premier temps, ils vont agresser un SDF sans défense à plusieurs, puis ils vont ensuite se battre contre un gang rival et enfin voler une voiture et faire des excès de vitesse très impressionnants. À la fin de la nuit, les Droguies décident d'entrer dans la maison de Monsieur Alexander. C'est un écrivain, il est humaniste et il vit avec sa femme paisiblement. Les Droguies décident de faire croire, pour pouvoir rentrer dans la maison, qu'ils ont eu un accident de voiture. Et juste parce que Monsieur Alexander est assez sympathique et humaniste, il accepte que ces derniers rentrent. Et là, c'est un déchaînement de violence, puisque Monsieur Alexander va se faire démonter. Il va d'ailleurs avoir des séquelles très importantes, puisqu'il va devenir handicapé à la suite de cette agression, tant elle est violente, et sa femme va être abusée par Alex, qui va prendre un malin plaisir à chanter la célèbre chanson « Chantons sous la pluie ». Bref, c'est une nuit de violence du début jusqu'à la fin. Le lendemain matin, Alex, il se réveille chez lui tranquillement après avoir commis des crimes atroces et il reçoit la visite de son contrôleur judiciaire. À partir de ce moment-là, on comprend que l'État est dans l'incapacité de régler ses problèmes en lien avec l'insécurité et la délinquance. Pourquoi? Parce que le contrôleur judiciaire n'a aucune prise, n'a aucun impact sur Alex et c'est également le cas de ses parents qui ont décidé de baisser les bras. Ils ont laissé tomber le job. Alex, il va pas en cours, il nourrit son serpent de compagnie et il va chez le disquaire acheter quelques disques. Là-bas, il rencontre deux femmes avec qui il a des relations sexuelles directement chez lui. Plus tard dans la journée, Alex va à la rencontre de ses amis, les Droguies, et là, il commence à y avoir des tensions dans le groupe, parce que ces derniers partent du principe que Alex est le chef, il commence à contester sa place, et surtout qu'il n'y a pas un partage équitable des différents vols qui ont été commis au cours de ces derniers jours. Alex est obligé de faire montre de violence pour montrer que c'est lui le patron et que les autres n'ont qu'à fermer leur gueule. Plus tard dans la soirée, ils ont pour objectif d'aller cambrioler la maison de la femme au chat. Elle habite dans un manoir, elle est très riche mais aussi très excentrique parce que dans la maison, il y a plein d'œuvres d'art sexuellement explicites. Les Droguies montent la garde, Alex pénètre dans la maison et là, il tombe nez à nez avec la vieille femme. Ils vont se battre et il va la tuer en utilisant une statue en forme de phallus. La police débarque et, retournement de situation, les Droguies décident de trahir
Alex, il le fracasse à coups de bouteille de lait, il reste sur place, la police va le cueillir, la police va également le brutaliser et les policiers vont lui expliquer qu'il va prendre 14 ans de prison car il a tué la vieille femme et il a été pris en flagrant délit. Ensuite, on assiste à une ellipse temporelle de 2 ans. Alex est en prison et on semble comprendre qu'il y a eu une alternance politique. La prison est surchargée, il y a plein de prisonniers et c'est devenu invivable parce qu'il n'y a pas assez de place. Et il faut pouvoir essayer de trouver une méthode pour réduire la criminalité et faire en sorte que les prisonniers puissent retourner à la vie civile. Mais c'est assez délicat. C'est à ce moment-là que le ministre de l'Intérieur débarque dans la prison d'Alex. Et il parle d'une méthode, d'une expérience qui s'appelle celle de Ludovico. En gros, le but, c'est de permettre à des prisonniers de réintégrer la vie civile. Alex, forcément, il se dit que c'est une bonne idée parce que ça permettrait de réduire drastiquement sa peine de prison. Et là, il se rend compte qu'il est tombé dans un immense piège. Pourquoi? Parce que la méthode Ludovico, elle est utilisée par des médecins, par des scientifiques assez sadiques, qui d'ailleurs font, là encore, montre de sadisme, un peu comme Alex, mais différemment, et il le place dans un fauteuil, devant un immense écran, les yeux écarquillés, et il est obligé de regarder des images extrêmement violentes, issues de la Seconde Guerre mondiale, avec en parallèle la musique de Beethoven, la 9e symphonie, qu'Alex affectionne pourtant particulièrement, et le but des médecins, c'est qu'Alex juxtapose les images violentes qu'il voit avec ce qu'il est en train de vivre, la torture qu'il est en train de subir, avec en parallèle les drogues massives que lui administrent les médecins. Cette torture de la méthode Ludovico va durer en tout 2 semaines et à la fin, Alex, il va ressembler à une loque. C'est pour cette raison qu'il y a une démonstration qui est menée dans la prison. Il y a le directeur, mais également des membres du gouvernement, et ils se rendent compte qu'Alex est incapable de répliquer quand on l'attaque, donc il ne peut pas faire preuve de violence, et surtout il n'a plus aucun désir sexuel. Il n'est plus du tout l'homme qu'il était. C'est vraiment comme s'il était vidé et incapable de se défendre. Le directeur de la prison se dit que ça a marché, c'est concluant, et c'est pour cela que Alex peut retourner à la vie civile puisque désormais il est inoffensif. Et là, c'est la douche froide pour Alex qui va retourner à la vie civile et se rendre compte que beaucoup de choses ont changé. Déjà, ses affaires ont été vendues et quand il rentre chez lui, il se rend compte que ses parents ont une sorte de fils de substitution qui paye un loyer et qui vit dans la chambre d'Alex. D'ailleurs, ce garçon semble mépriser Alex parce que c'est un ancien délinquant, il a fait de la prison, c'est une merde et pas lui. Et les parents d'Alex en ont strictement rien à foutre de voir que leur fils se trouve dans une situation précaire, ils lui souhaitent bonne chance et ils l'invitent à quitter leur domicile. C'est en somme une petite vengeance par rapport au fait que Alex était ingérable. Alex va donc errer dans les rues de Londres et là il fait une mauvaise rencontre puisqu'il va tomber sur le SDF du début du film qu'il a agressé avec ses amis, sauf que cette fois c'est le SDF qui va l'agresser avec les siens et il va se faire fracasser. Plus tard dans le film, alors qu'Alex se remet très difficilement de l'agression de l'SDF, il va de nouveau se faire agresser, cette fois-ci par 2 policiers qui sont 2 anciens droguises. Alors eux, ils vont pas y aller de main morte, ils vont essayer de le noyer, etc. Et là, il va de nouveau prendre cher. Et alors qu'il est complètement blessé, il arrive à la maison de Monsieur Alexander. Ce dernier ne le reconnaît pas puisque à l'époque de l'agression, Alex était masqué et très vite il lui pose une série de questions pour comprendre pourquoi il est dans cet état-là. Et là, Alexander comprend qu'il a été victime, Alex, de la méthode Ludovico qui a été mise en place par le gouvernement. Et là, Alexander, il se frotte les mains parce que lui, c'est un dissident. C'est une sorte d'humaniste pro-liberté et il appelle ses amis intellectuels et il leur explique qu'il a trouvé l'individu parfait pour faire chuter l'État, pour mettre l'État en difficulté et décrédibiliser le gouvernement, pour montrer qu'en fait, la méthode Ludovico est juste inhumaine. Ce qui est très drôle, c'est qu'à ce moment-là, Alexander, qui se présente comme un humaniste, n'hésite pas pourtant à manipuler Alex à des fins politiques. Et il viole complètement
des idées en lien avec la morale ou la liberté d'Alex. Et là, alors qu'Alexander est chez lui et que Alex est en train de se laver, ce dernier va chanter la chanson « Chantons sous la pluie » et Alexander va faire le lien direct avec l'agression qu'il a subie. Il sait qu'Alex est celui qui a abusé de sa femme et il voit le moyen idéal de se venger, de faire une pierre deux coups, d'une part décrédibiliser le gouvernement et la méthode Ludovico, et d'autre part entraîner la mort d'Alex via un suicide. Le plan machiavélique d'Alexander, c'est le suivant: il va droguer la nourriture d'Alex, le placer dans une pièce qui se trouve à l'étage de la maison. Dans cette dernière, il y a une fenêtre. Il va mettre la musique de Beethoven à fond pour que Alex saute par la fenêtre et se suicide. Le plan va fonctionner puisque Alex va sauter par la fenêtre, car pour lui écouter cette musique est insupportable, ça lui rappelle trop la méthode Ludovico, mais il va survivre de ses blessures et se retrouver à l'hôpital. À l'hôpital, Alex va faire une série de tests menés par une infirmière et on se rend compte qu'il a retrouvé son goût, son appétit à la fois pour la violence et pour la sexualité débridée. D'un coup, il y a le ministre de l'Intérieur qui débarque, parce que toute cette histoire a soulevé des polémiques, toute la presse en parle, et le ministre de l'Intérieur donne à manger à Alex et il lui propose quelque chose. Il va devenir le chargé des relations publiques du gouvernement et comme ça tout le monde est gagnant. Le gouvernement est lavé de tout soupçon par rapport à la méthode Ludovico et en parallèle, Alex peut sortir de sa vie misérable. Ce dernier accepte et il apprend également qu'Alexander, l'écrivain, est plus ou moins hors d'état de nuire. Alors il est probablement dans une prison parce que c'était un opposant politique. À la fin du film, la presse va immortaliser la poignée de main entre le ministre de l'Intérieur et Alex. Il a des pensées un peu salaces en même temps et il se dit « Oh oui, je crois que j'ai été guéri pour de bon » et c'est comme ça que se termine Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Maintenant, il convient d'analyser ce film qui est extrêmement riche. D'ailleurs, il y a une très grande difficulté quand on prend une œuvre de la sorte, qui est aussi magistrale, c'est qu'on ne sait pas par quel côté la prendre, tellement elle est imposante et tant il y a de choses à dire. Tout d'abord, on peut dire une première chose. Orange Mécanique appartient au roman ou au film d'anticipation, comme 1984 de George Orwell, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, ou bien encore Blade Runner, qui est une adaptation d'un roman de Philip K. Dick. Mais quand on va lire ou voir les adaptations cinématographiques de la plupart de ces romans, on se rend compte qu'il y a quand même une distance énorme entre notre univers et l'univers de fiction, qui est relaté à la fois dans le film ou dans le roman. Par exemple, dans 1984, il y a toute une architecture bien précise. Pareil dans Le meilleur des mondes. Il y a également des technologies très avancées, où ça se déroule dans un futur très éloigné. Donc, il y a une difficulté de s'identifier pleinement à cet univers, même si, attention, on retrouve dans la plupart de ces romans des caractéristiques que l'on retrouve dans notre univers à nous, dans notre vie de tous les jours et dans nos sociétés. Mais ce qui est particulièrement troublant avec l'univers d'Orange Mécanique, que ça soit dans le film ou dans le livre, c'est qu'il ressemble au nôtre. Il est vraiment le miroir de notre propre société. Et c'est pour cette raison qu'Orange Mécanique est aussi rentré dans la postérité, car on retrouve dans le roman tout un tas de choses qui sont de l'ordre du plausible et que l'on connaît même aujourd'hui. Un délitement progressif de l'État, la volonté de contrôle de l'État sur les individus, l'absence totale de sacré, de religion ou de transcendance, la destruction de la famille traditionnelle, la volonté également des individus de faire preuve d'une grande violence par le biais notamment de la délinquance et des phénomènes de groupe, etc. etc. On retrouve également l'architecture, le brutalisme qu'il y a désormais dans moult et moult villes françaises. Donc l'univers de Orange Mécanique ressemble au nôtre. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Stanley Kubrick a décidé de filmer certaines scènes à Londres dans des lieux qui existent véritablement. Orange Mécanique, c'est nous parce qu'il n'y a rien dans le film qui soit totalement impossible à notre époque et dans nos sociétés. Contrairement à 1984 ou même Le meilleur des mondes. Dans Orange Mécanique, la violence, elle est omniprésente et personne n'est véritablement à l'abri. Alex exerce avec les Droogies sa violence sur des individus multiples, sur des gangs, sur des SDF ou bien même des bourgeois.
De même, l'État exerce une violence sur Alex, une violence d'ordre psychologique par le biais de la méthode Ludovico. Il y a également le romancier Alexander qui exerce une forme de violence puisqu'il cherche à créer une instabilité politique en provoquant la chute du gouvernement, mais aussi il veut commettre sa vengeance sur Alex en le poussant au suicide. Donc tout le monde dans Orange Mécanique est impacté de près ou de loin par la violence, même si elle prend des formes qui peuvent être différentes, que ce soit des violences morales, des violences sexuelles, psychologiques, physiques, peu importe, tout le monde prend tarif. Mais il y a bien une violence qui est au cœur même du film, c'est la violence qu'exerce l'État à l'encontre d'Alex par le biais de la méthode Ludovico. Cette méthode, elle trouve son origine dans deux références différentes. Tout d'abord, dans ce qu'on appelle le comportementalisme, autrement dénommé le behaviorisme. C'est tout simplement l'étude de la psychologie humaine en se focalisant uniquement sur des considérations en lien avec le comportement de l'individu et non pas l'inconscient ou la conscience de la personne analysée. Non, c'est seulement une analyse de son comportement. C'est à la base même de la psychologie humaine. Ça fait partie des premières écoles. C'est par exemple l'expérience de Pavlov avec les chiens. Vous prenez un chien, vous vous rendez compte que lorsque le chien a faim, il va saliver. Donc quand vous allez lui donner de la nourriture, 5 minutes avant, vous allez faire sonner une cloche et vous allez répéter l'action plusieurs fois et au bout d'un moment, vous allez faire sonner la cloche sans amener de nourriture et vous allez voir que le chien va saliver. C'est la répétition de certains actes qui finissent par rentrer dans le comportement de l'individu, ici du chien. Il est également possible de citer le professeur Skinner, qui a écrit en 1971, la même année qu'Orange Mécanique, la sortie du film, le livre « Par-delà la liberté et la dignité ». Et le professeur Skinner, il avait une vision bien à lui du comportementalisme. En effet, pour Skinner, le gros problème, c'est que à partir des années 70, il y a des nouveaux défis pour l'humanité. La surpopulation, les problèmes en lien avec la pollution et l'écologie, et la possibilité d'une guerre nucléaire. Pour Skinner, il y a aujourd'hui, dans les sociétés démocratiques libérales, une incapacité à régler ces problèmes. Pourquoi? Parce que, pour parler très vulgairement, l'État d'aujourd'hui n'a pas les couilles de violer à la fois la liberté des individus et leur dignité. Or, pour Skinner, c'est essentiel afin de pouvoir les contrôler et de régler un certain nombre de problématiques qui sont au sein même des sociétés. Donc, pour Skinner, afin de régler certains problèmes extrêmement importants, l'État doit être capable de mettre en difficulté la liberté et la dignité des individus. Et pour ça, il doit exercer son contrôle par le biais du renforcement, de la répétition. On va tout simplement accorder des récompenses aux bons citoyens et des punitions aux mauvais. C'est comme si tu dressais un chien. Quand Bobby, le gentil chien, va donner la patte, tu vas lui donner un petit biscuit et quand il ne le fait pas bien, tu vas le mettre au coin. Eh bien, c'est exactement pareil. Et Skinner partait du principe que nos États modernes étaient dans l'incapacité de prendre leur courage à deux mains et de pouvoir contrôler véritablement la population. Mais Skinner, il se gourre totalement. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu déjà au cours de ces 2 dernières années, à quel point l'État a pu être liberticide et à quel point l'État a pu mettre en difficulté la dignité des individus dans un contexte bien particulier, mais également parce que certaines sociétés ont déjà mis en place des méthodes qui ressemblent à celles qui est dans Orange Mécanique. Et je veux bien sûr parler des États-Unis entre les années 50 et 80 avec le fameux projet MKUltra. Le projet MKUltra, c'est juste énorme, c'est une nébuleuse. Il y a en tout 150 projets différents qui sont juxtaposés à MKUltra. Ça mériterait une vidéo entière dessus et je pense que je la ferai un jour. Mais si on devait résumer très simplement MKUltra, c'est la volonté de la CIA d'utiliser certaines drogues, notamment le LSD, pour manipuler, contrôler ou faire des lavages de cerveau sur des individus bien déterminés, qu'ils soient civils ou militaires. Parmi les projets qui étaient liés à MKUltra, on a le projet Monarch. D'ailleurs, Kubrick en fait une référence dans le film Shining. On voit un poster avec marqué Monarch dessus et on sait très bien que chaque chose a sa place dans les films de Kubrick, donc il était parfaitement conscient de toutes les problématiques en lien avec le projet MKUltra.
Et en parallèle, il y a également le projet Anti-Shore, qui me semble que ça se prononce comme ça, où la CIA a voulu prendre un individu lambda, entre la trentaine et la quarantaine, qui était parfaitement intégré dans la société, lui donner des drogues à son insu pour voir s'il était capable d'ensuite commettre une tentative d'assassinat sur un dirigeant étranger ou sur un fonctionnaire américain, afin de lui laver le cerveau, complètement de le retourner pour qu'il tue une personne, alors que de base c'est un homme lambda, un homme du quotidien en somme. Tout lien avec des événements réels sont bien entendu fictifs, hein. Il n'y a pas de complot, vous le savez, tout ça n'existe pas. Le projet MKUltra s'est déroulé aux États-Unis, mais également au Canada, en Allemagne, et certains soupçonnent que la France a aussi subi des expériences en lien avec MKUltra, notamment avec l'affaire du pain maudit qui s'est déroulée à Pont-Saint-Esprit, même si on n'est pas vraiment sûr, mais certains journalistes avancent des liens entre MKUltra et l'affaire du pain maudit. Ces expériences, elles se sont déroulées pendant plus de 30 ans aux États-Unis sur des civils comme des militaires, dans des universités, des hôpitaux psychiatriques, des prisons, des bordels, et pour certains, Theodore Kaczynski, qui est devenu une Unabomber, a été l'une des victimes d'un programme en lien avec MKUltra. Donc c'est quelque chose qui a véritablement existé, ce n'est pas de l'ordre de la théorie du complot. Les États-Unis ont bien utilisé certaines substances, notamment des drogues comme le LSD, pour pouvoir manipuler et contrôler des individus pour leur faire des choses bien précises. Et là on arrive à une idée qui est au cœur du film, c'est que pour Stanley Kubrick, ce n'est pas parce que l'on vit dans des sociétés démocratiques, libérales, occidentales, dans des pays qui ont été les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, que ces mêmes États ne sont pas capables de vouloir contrôler leur population et pour cela utiliser des méthodes particulièrement douteuses, atroces, à la limite de la légalité, comme c'était le cas avec MKUltra, puisque, je le rappelle, MKUltra a vu le jour aux États-Unis, dans un pays dit démocratique et libéral, où, soi-disant, la liberté des individus est extrêmement importante. Mais on a quand même drogué des civils à leur insu avec du LSD. Et pour Kubrick, peu importe les idées politiques et les alternances gauche-droite, parce que le but de l'État, c'est toujours de maintenir le pouvoir, de maintenir un contrôle sur la population et d'utiliser toutes les méthodes. Voici ce qu'il dit par rapport au personnage du Premier ministre, enfin plutôt du ministre de l'Intérieur et de l'écrivain, qui pour Kubrick sont en fait les deux faces d'une même pièce. Je cite: « Le ministre est une figure de droite, l'écrivain est un fou de gauche. Ils ne diffèrent que par leurs dogmes. Leurs moyens et leurs fins sont les mêmes. » Ce que Kubrick essaye de souligner par là, c'est que peu importe les clivages d'ordre idéologique, en réalité, le but, c'est systématiquement le même. C'est de maintenir le pouvoir ou juste de l'obtenir. Maintenir le pouvoir pour le ministre de l'Intérieur, qui veut utiliser la méthode Ludovico pour pouvoir contrôler la population, et notamment les criminels, et en parallèle, l'écrivain, qui est une sorte d'humaniste de gauche attaché aux libertés individuelles, qui en réalité est capable de contrecarrer la plupart de ses idées juste pour désacraliser le gouvernement en place en manipulant Alex, voire même en lui causant sa mort. Donc dans tous les cas de figure, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou l'écrivain, le but c'est de maintenir le pouvoir en manipulant les individus autour de nous, soit par le biais de la technique Ludovico, soit par d'autres moyens qui, à la fin, causent des dommages assez importants. Le personnage de l'écrivain est extrêmement intéressant parce qu'il passe d'un extrême à l'autre. Au début du film, c'est un acte d'altruisme et de bienveillance humaniste qui le pousse à faire entrer le loup dans la bergerie, ce qui a causé des profonds dommages dans son existence. Il a fait preuve d'une certaine forme de naïveté parce que, théoriquement, dans l'univers d'Orange Mécanique, tout le monde est au courant qu'il y a de la violence partout. Or, il a accepté de faire entrer des inconnus tard le soir chez lui, ce qui a causé sa perte et celle de sa femme. Et plus tard, il va passer d'un extrême à l'autre, puisque quand il va apprendre que c'est bien Alex, son agresseur, qui est chez lui, il va vouloir l'utiliser pour désacraliser le gouvernement, mais aussi pour se venger, en provoquant
son suicide. C'est-à-dire que ce qui est particulièrement malsain avec cet individu, c'est qu'il se cache derrière ses idées, derrière ses dogmes, notamment quand il est au téléphone avec les intellectuels et qui dit que ça va être utile pour la société, pour la liberté des individus, etc. Alors qu'en réalité, il en a rien à foutre. Ce qu'il veut, c'est détruire le pouvoir en place pour pouvoir notamment consacrer le sien, ou du moins détruire la méthode Ludovico, alors que ce qui est assez risible, c'est que lui-même utilise la méthode Ludovico pour pousser Alex au suicide et donc causer la chute du gouvernement. Donc c'est un individu qui est prêt à utiliser les méthodes de ses ennemis pour arriver à ses fins, alors que justement il ne cesse de pointer du doigt la méthode Ludovico, alors qu'il va l'utiliser lui-même sur Alex. Il montre bien l'incapacité de certains individus à se rendre compte qu'il y a des problèmes dans la société, et surtout qui par la suite vont essayer de tirer bénéfice de ces mêmes problèmes pour asseoir leurs idées politiques, et ils veulent tout simplement le pouvoir. Le ministre de l'Intérieur est lui aussi extrêmement intéressant parce que le ministre de l'Intérieur, à la fin du film, il voit qu'il y a des polémiques, il va manipuler une fois de plus Alex en lui proposant un rôle dans le monde politique. Et là, on grince des dents parce que le message que veut faire passer Kubrick, c'est pour rentrer dans le monde politique, il faut faire preuve d'une certaine forme de sadisme et de psychopathie. Parce que, en réalité, à la fin, Alex, il a presque une promotion, il est récompensé, puisqu'il n'y a pas eu du tout de rédemption, au contraire, il revient à un stade initial et limite, il rentre en politique. C'est-à-dire qu'il y a un mariage entre l'État, le monde politique et la délinquance. Et quand on connaît un peu les arcanes du pouvoir, notamment en France, on peut se rendre compte à quel point Kubrick tape dans le mille, tant c'est un milieu extrêmement malsain, tout parti confondu. Et d'ailleurs, on voit que le ministre de l'Intérieur donne la béquille à Alex, il nourrit cette violence-là pour pouvoir aussi mieux contrôler les individus. Parce qu'il sait qu'il a besoin d'individus violents comme Alex pour pouvoir asseoir son pouvoir, son autorité. Mais il y a un paradoxe énorme dans la société d'Orange Mécanique, c'est qu'il y a des agressions tous les jours, personne n'est épargné, que ce soit des SDF ou des bourgeois chez eux, mais pourtant, dans le même temps, il y a les prisons qui sont surchargées, il y a beaucoup trop de monde, il y a de la violence policière, il y a une véritable volonté de répression au niveau de la justice pénale, mais ça ne règle pas les problèmes. Parce que ce que veut dire Kubrick par là, c'est que la réponse pénale n'est pas suffisante. C'est pas parce que on va avoir des États qui décident d'être très durs au niveau de la police ou au niveau des lois, qu'en parallèle, il va y avoir une réduction drastique de l'insécurité et de la délinquance. De ce fait, on peut dire que dans la société d'Orange Mécanique, il y a d'autres choses qui provoquent cette violence. Et c'est pas seulement la réponse pénale de l'État. Il y a tout d'abord la destruction totale de la famille. Les parents d'Alex sont aux abonnés absents. Ils ont baissé les bras. Ils n'ont pas éduqué leur enfant. Ils n'ont pas dit à Alex quand il était gamin, ben non, tu vas pas sortir, tu vas pas traîner avec ces mecs-là, ni consommer de la drogue. Les parents ont baissé les bras notamment parce qu'ils ont peur de leur fils. Et c'est pour ça qu'il trouve une certaine forme de jouissance quand il revient à la maison et qu'il est jeté dans la rue. Parce que c'est la petite vengeance des parents qui n'ont pas su faire leur job. C'est-à-dire gérer leur enfant et lui donner une bonne éducation. Et le gros problème, c'est qu'il y a une logique de répétition. D'ailleurs, à la fin du livre, de base, il y a un 21e chapitre qui n'est pas présent dans le film parce que c'est une rédemption de Alex qui décide d'arrêter ses activités au sein du gang pour fonder une famille et lui-même se dit « mais si je fais des enfants, est-ce qu'ils ne seront pas pires que moi ? Vu que moi-même je viens d'une famille complètement déconstruite, est-ce que je ne vais pas répéter le schéma indéfiniment ?» Dans Orange Mécanique, c'est l'État qui va se substituer aux parents. Les parents ont été défaillants, il y a eu une carence d'éducation, donc c'est l'État qui va frapper fort par le biais de la méthode Ludovico. Ce qui a provoqué notamment la destruction de la famille dans l'univers d'Orange Mécanique, c'est l'obsession pour la sexualité, qui d'ailleurs est très liée aux années 60 et 70. Cette idée de la libéralisation des corps et notamment de l'émergence du néo-féminisme et de l'arrivée progressive de la pilule. Donc dans Orange Mécanique, il y a une surreprésentation de la sexualité qui peut être vue par le biais de la violence physique, c'est ce que fait Alex à la femme de l'écrivain, mais également par le biais des arts, puisque la sexualité est partout dans des bibelots du quotidien. La scène qui le montre le mieux, c'est quand
Alex tue la femme au chat avec une statue en forme de phallus. La sexualité est partout, elle est omniprésente et elle ne choque plus personne. Il y a notamment cette scène où Alex est à l'hôpital, il se réveille et il y a un docteur qui est en train de faire ses affaires avec une infirmière parce qu'il n'arrive plus à se tenir. Ça se fait partout, à tout moment, en tout lieu. Donc il y a une libéralisation sexuelle qui provoque l'effondrement de la famille traditionnelle et par conséquent une dégénérescence de la société d'Orange Mécanique. Stanley Kubrick insiste aussi sur une donnée essentielle. Ce n'est pas parce qu'on a de la culture ou qu'on aime la culture qu'à côté de ça, on a un comportement de facto civilisé. Alex adore Beethoven, mais à côté de ça, c'est un sadique, c'est un pervers, il est malade, il est dangereux, c'est un être profondément mauvais. Mais pourtant, il a une certaine forme de sensibilité artistique. Mais c'est pas parce qu'on a cette sensibilité artistique-là qu'en parallèle, on ne peut pas faire montre d'une grande forme de sadisme. Stanley Kubrick avait dit en interview que la plupart des dignitaires du Troisième Reich aimaient beaucoup l'art, l'opéra, etc. Mais à côté de ça, c'était des monstres. Donc attention, ce n'est pas parce qu'on aime la culture, parce qu'on a de la culture, qu'à côté de ça, on a un comportement de facto civilisé et qu'on est une personne saine d'esprit. Non, ce sont deux choses complètement différentes. Donc la culture n'est pas là forcément pour nous sauver. Stanley Kubrick était très méfiant à l'égard à la fois de l'État, mais il disait que les scientifiques étaient encore plus dangereux quand le scientifique devenait un décideur politique. Parce que le problème du scientifique, c'est qu'il a accès à un domaine, il a une compréhension d'un domaine que la plupart des individus ne comprennent pas. Donc à partir de là, il peut légitimer tout et n'importe quoi parce que c'est la science, parce que c'est supérieur à tout. Donc il a dit qu'il fallait se méfier énormément de ce mélange assez contre nature et particulièrement dangereux entre l'État et les scientifiques. Et on a vu ça au cours de ces 2 dernières années. Et on le voit tout au long du film avec l'utilisation de la science, avec la méthode Ludovico, pour maintenir les citoyens dans un état de soumission. Au final, on pourrait se demander qui est le personnage le plus sain dans Orange Mécanique, tellement il y a des barges partout. Eh bien, en fait, ça serait le personnage de l'aumônier dans la prison, parce que l'aumônier, il part du principe que la méthode Ludovico, elle est factice, c'est sédatif, mais en réalité, Alex, après la méthode Ludovico, c'est pas lui directement qui se dit je vais arrêter de commettre des crimes ou d'avoir une sexualité débridée. Non, c'est parce qu'il a subi cette méthode-là et parce qu'il se souvient des images terribles qu'il a vues et que ça provoque en lui une douleur, mais sinon il continuerait à faire ce qu'il fait parce que Alex est un sadique. Alex est un sadique, il prend plaisir à faire ce qu'il fait et on le voit au début du film lorsqu'il chante en même temps qu'il abuse de la femme de l'écrivain. L'aumônier, c'est la boussole morale du film. Il est là pour nous dire que cette méthode, elle ne marche pas et qu'en fait, ça doit venir de nous directement, du cœur. Et que sinon, si on est mauvais de base, limite, on peut pas véritablement être sauvé. Et c'est pas via ces méthodes que ça va fonctionner. Et même si, imaginons, ces méthodes-là marchaient, eh bien, on pourrait se poser des questions d'ordre philosophique. Est-ce que c'est vraiment une volonté de l'individu d'arrêter de commettre certains accès de violence ou ce genre de choses? Eh bien non, parce que ça provoque en lui de la douleur et qu'il n'a pas envie de les faire parce que ça lui fait du mal, mais pas parce qu'il a véritablement envie d'arrêter. C'est une sorte de punition. Donc Alex aime le sadisme, il aime faire montre de sa violence et c'est pour ça que Kubrick n'aime pas le 21e chapitre du roman parce qu'il part du principe qu'il manque de cohérence au regard de l'œuvre parce que Alex, il a aucune raison d'arrêter. Pourquoi il arrêterait? Il a été chopé une seule fois parce qu'il s'est fait trahir, mais il a pu commettre des actes qui lui procurent une grande jouissance sans être inquiété. Et regardez, il a même eu une promotion à la fin. Donc pourquoi il ferait ça? Il n'a pas besoin d'arrêter. Donc c'est pour ça que Kubrick a décidé de ne pas mettre ce 21e chapitre et de ne pas montrer à l'écran une possible rédemption d'Alex parce qu'il n'y en a pas. Anthony Burgess, il a écrit son livre en seulement 3 semaines dans un contexte bien précis. Il était parti pendant plusieurs années à l'étranger, il est retourné à Londres et il a été choqué à quel point son pays et surtout sa ville avait changé, notamment avec l'apparition de nombreux gangs, de l'insécurité, etc., etc. Et sa première femme avait été agressée par des GIs bourrés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle avait fait une fausse couche à cause de ça. Donc c'était une idée qui était au cœur du roman. Mais toujours est-il, c'est qu'il faut lire
Orange Mécanique et voir le film. J'espère que cette vidéo vous aura plu les barons. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.